lundi, juste par On exprès. se parle lundi, pardon. Merci beaucoup, Gilles, d'avoir été avec nous cette semaine. Merci encore et bonne fin de semaine à vous quatre. Bye bye. On écoute Salut. le premier ministre François Legault avec Christian Dubé et le Monsieur le docteur... Premier ministre, la parole est à vous. Oui, bonjour tout le monde. Écoutez, la situation reste inquiétante. On a 20 nouveaux décès aujourd'hui. Puis on sait un peu que ça fonctionne avec 3 étapes successives. On commence par avoir des cas. Là, ça fait 3 semaines qu'on a à peu près 1000 cas par jour. Après quelques semaines, il y a une partie de ces cas-là qui deviennent des hospitalisations. Puis après quelques semaines, il y a une partie de ces hospitalisations qui deviennent des décès. Et quand on dit 20 décès, bien, c'est pas juste des statistiques, c'est du vrai monde, c'est des pères, des mères de famille, des amis. Donc, j'en profite pour, évidemment, offrir mes condoléances. Mais tous ceux qui critiquent ou qui ont le goût de critiquer les consignes, bien, pensez à ces 20 personnes-là qui sont décédées de plus. Et malheureusement, quand on regarde les autres pays, on voit que la situation s'empire à tous les jours. Si on regarde finalement peut-être les 3 pays qui nous ressemblent le plus, c'est-à-dire les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, on voit que la situation est pire qu'ici à tous les niveaux. Là. Puis je veux vous donner quelques chiffres là, pour qu'on comprenne bien. Si on regarde le nombre de cas, hier, on a eu au Québec 122 nouveaux cas par million. Aux États-Unis, on a eu 192. Au Royaume-Uni, on a eu 392, puis en France, 410 par million. Donc, le double, le triple de ce qu'on a au Québec. Est-ce que c'est ça qui s'en vient ici? C'est qu'en Europe, la première vague est arrivée là-bas avant chez nous. Quand on regarde les hospitalisations, qui est la deuxième étape, c'est un peu la même chose. Nous autres, hier, on avait par million d'habitants 65 personnes hospitalisées à cause de la COVID. Au Royaume-Uni, il y en avait 95. Aux États-Unis, il y en avait 122. Et en France, il y en avait 203. Nous, on en avait 65. Là. Ça veut dire que c'est le triple là, de ce qu'on a. Là. Est-ce que c'est ça qui s'en vient au Québec? C'est quand même très inquiétant. Bon, si on regarde les décès, même en Europe, puis même aux États-Unis, on ne peut pas dire que l'effet de l'augmentation du nombre de cas des dernières semaines a encore eu toutes les résultantes là, auxquelles on peut s'attendre. Donc, mais on regarde, nous, au Québec, hier, on a eu 2,4 décès par million d'habitants. En France, il y en a eu 2,5. Au Royaume-Uni, 2,8. Puis aux États-Unis, 3,7. Donc, quand même, c'est inquiétant. Puis une chose qui est claire, c'est que la deuxième vague est là. Puis la deuxième vague est très forte, à peu près partout dans le monde. Donc, c'est une situation, ayons pas peur des mots, c'est une situation qui est grave, qui est inquiétante, pas seulement au Québec, à peu près partout dans le monde. Bon, évidemment, j'entends les critiques. J'ai même des amis qui sont propriétaires de restaurants qui m'appellent, qui m'écrivent. Je devrais quasiment dire j'avais des amis qui étaient propriétaires de restaurants qui me disent, ben là, nous, quand on était ouverts, on respectait toutes les consignes, puis il n'y en avait pas de problème. Mais là, il faut comprendre que c'est une question de risque. C'est qu'il y a des personnes, quand ils vont au restaurant ou dans n'importe quelle autre activité, qui vont pas toujours respecter le 2 mètres. Pas à faute des propriétaires de restaurants, là. Mais si on décidait demain matin de réouvrir les restaurants, on augmenterait les risques que la propagation augmente. Et aujourd'hui, c'est le contraire qu'il faut faire. Puis honnêtement,
quand on regarde encore aujourd'hui, plus de 1000 cas, 1000 nouveaux cas, bien, on aurait aimé ça, évidemment, là, voir une diminution du nombre de nouveaux cas, mais là, ça semble être vraiment comme un peu gelé à 1000 nouveaux cas par jour. Puis 1000 nouveaux cas par jour, on ne peut pas supporter ça, là. Notre réseau de la santé ne peut pas supporter les conséquences des 1000 nouveaux cas par jour. Puis 1000 nouveaux cas par jour, ça veut dire, comme aujourd'hui, 20 nouveaux décès par jour. On ne peut pas se dire on accepte cette situation-là. Puis en plus, les prochaines semaines, les prochains mois, bien, l'hiver va arriver, donc plus de gens à l'intérieur, la saison de la grippe, là, donc ça va s'ajouter, ça ne va pas s'améliorer. Bon, évidemment, on ne souhaite pas ajouter des consignes. Mais on regarde Boston, c'est quand même pas à l'autre bout du monde, Boston, il y a beaucoup de Québécois qui vont à Boston. Boston, aujourd'hui, a fermé toutes les écoles publiques de Boston, là. Moi, c'est la dernière chose là, dans la liste que je veux faire, de fermer nos écoles publiques. Je pense qu'on doit ça à nos enfants, de tout faire pour protéger nos écoles publiques. Donc, on n'a pas le choix. Tout le monde doit réduire ses contacts. Demandez-vous pas comment on peut faire pour contourner les consignes. Demandez-vous, là, comment on peut faire pour éliminer tous les contacts qui ne sont pas absolument nécessaires. Ça veut dire, par exemple, que tous ceux qui sont capables de faire du télétravail doivent faire du télétravail. Je sais que la Chambre de commerce de Montréal ne m'aimera pas quand je dis ça, là, parce qu'on le sait, les commerces dans les centres-villes souffrent beaucoup parce qu'il y a beaucoup de gens qui font du télétravail. Mais moi, ce que je vous dis aujourd'hui, là, c'est qu'il faudrait qu'il y en ait encore plus qui fassent du télétravail parce que c'est quand même un endroit où il y a des infections, là, parce qu'il y a des contacts sur les lieux de travail. Donc, tous ceux qui sont capables de faire du télétravail, faites du télétravail. Puis en terminant, bien, je vous dirais, moi, je n'ai pas changé ma résolution, là. C'est la santé d'abord, puis tout le reste ensuite. Ça veut dire que si on n'arrive pas à contrôler la pandémie, bien, tout le reste prend le bord, là. Il faut que tout le monde comprenne ça. Puis moi, bien, aujourd'hui, je vais être très clair, là, j'ai besoin de la collaboration de tous les Québécois. J'ai besoin d'un grand effort collectif, un, pour sauver notre réseau de la santé, puis deux, pour sauver des vies. Donc, je compte sur vous, je compte sur tous les Québécois. Merci. Good afternoon, everyone. The number of new cases remains around 1,000 per day. À environ 1000 par jour. Mais sur base hebdomadaire, le nombre d'hospitalisations et de décès continue d'augmenter. Si nous regardons à ce qui arrive dans le reste du monde, la situation qui prévaut n'a pas l'air à s'améliorer. Au Royaume-Uni, aux États-Unis et en France, le chiffre de nouvelles infections, d'hospitalisations et de décès sont même plus élevés qu'au Québec. Nous ne voulons pas être forcés à reporter des chirurgies, des traitements oncologiques ou d'autres interventions médicales. Et bien sûr, nous ne voulons certainement pas d'autres décès. C'est pourquoi il nous faut restreindre quelques-unes de nos activités dans les zones rouges. Mon approche n'a pas changé depuis le début de la pandémie. Il est question de la santé en tout premier lieu, et si nous ne sommes pas en mesure de maîtriser le virus et sa propagation, le reste vient au deuxième plan. Donc, je compte sur vous tous et toutes et je vous remercie. Le premier ministre va maintenant répondre aux questions. Nous allons débuter avec Véronique Prince de Radio-Canada. Bonjour. Excusez-moi, je replace mes... Bonjour à vous trois.
La question que plusieurs personnes se posent, à partir de la semaine prochaine, la fin du 28 jours, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Parce que quand on vous écoute aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a rien qui va rouvrir après le 28 jours, là. Bien, écoutez, on est encore à 1000 nouveaux cas par jour. Ça a un impact sur les hospitalisations, sur les décès. On veut prendre encore quelques jours pour regarder la situation. Donc, on devrait, là, quelque part au début de la semaine prochaine, être capable de vous dire là, ce qu'on va faire après le 28 octobre. Mais c'est clair qu'actuellement, là, faut réduire les contacts. Il ne faut pas augmenter les contacts, il faut réduire les contacts. Pourquoi, en fait, on demeure sur ce plateau-là? Pourquoi on n'est pas capable de faire redescendre la courbe? C'est quoi le problème actuellement, principalement? Bien, d'abord, c'est une bonne chose, au moins, qu'on a atteint le plateau. Parce que quand on regarde les autres pays, il y a une augmentation. À chaque jour, il y a une augmentation. Donc, au moins, nous, on a stabilisé. Mais bon, il n'y a pas de secret. Pour réduire le nombre de nouveaux cas, il faut réduire le nombre de contacts. On ne semble pas être capable de le faire actuellement. Si vous voulez, tu veux ajouter? Bien, peut-être pour compléter, je pense, premièrement, qu'on a vu que les mesures fonctionnent. Mais on l'a dit, rappelez-vous, la présentation qu'on vous a faite de l'INSPQ il y a maintenant une semaine disait que pour avoir un impact additionnel, ça prenait une réduction de contacts. Ce que le premier ministre vient de dire, on parlait d'à peu près 25 % de réduction des contacts. Alors, aujourd'hui, s'il y a un message clair du premier ministre, appuyé par cette étude-là qui a été bien expliquée vendredi dernier, ça prend au moins une réduction d'environ 25 % des contacts. Alors, de moins. Alors, rappelez-vous, dans l'étude la semaine dernière, on disait que avant la pandémie, chacun avait à peu près 8-9 contacts. Il y avait eu le confinement, c'était descendu à 2-3 contacts par personne au mois de mai. On a déconfiné, on est revenu à peu près à 5 contacts aujourd'hui. Puis l'INSPQ dit, si vous voulez baisser, vous avez bien réussi à arrêter la vague, mais si vous voulez baisser, ça prendrait un 25 % additionnel de réduction de contacts. Alors, c'est mathématique, là. C'est pour ça que le premier ministre insiste, dans les prochains jours, il faut continuer de trouver, dans chacun de nos cas quotidiens, comment on réduit nos contacts. Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles. Bonjour, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre, Dr Arruda. Il semble y avoir, quand on regarde la tendance, c'est vrai qu'on a une espèce de plateau à 1000 cas par jour, mais on a l'impression que c'est des personnes plus vulnérables maintenant qui sont touchées. Comment vous expliquez ça? Parce que les mesures sont assez importantes. On visait quand même une certaine clientèle plus jeune, parce qu'on avait remarqué qu'en début de deuxième vague, il y avait davantage des gens plus jeunes là, qui étaient touchés. Comment on explique maintenant qu'il y a davantage de cas de gens plus âgés et plus vulnérables qui sont touchés? Peut-être, Horacio, allez-y, puis peut-être je compléterai. Oui, ce qu'il faut comprendre, c'est que cet été, ce qui arrive, c'est que le virus est là. Les premiers cas ont été surtout sur des jeunes, des populations plus jeunes, qui se sont retrouvés moins hospitalisés. Mais le virus, on continue à compléter la transmission du virus. Et ça finit à ce moment-là par pénétrer les différents milieux, notamment les résidences de personnes âgées. Et c'est là que les vulnérables, eux, se retrouvent hospitalisés. Et après ça, de l'hospitalisation passe au décès. Fait que dans le fond, c'est tout simplement dans la dynamique de transmission. On avait éliminé notre virus des milieux à risque pour les personnes âgées avec la baisse cet été. Mais comme ça continue à se transmettre, parce que l'autre élément qu'il faut comprendre par rapport au plateau, c'est que le virus n'est pas disparu du Québec, même si cet été, on a baissé jusqu'à 60 cas. Il était présent, mais il s'est repliqué avec l'augmentation des contacts, puis à ce moment-là, il finit par frapper. Puis c'est ces trois vagues-là qu'a expliqué le premier ministre. Premièrement, des cas qui peuvent être jeunes, plus jeunes à l'école, etc. Ensuite, des gens qui se font hospitaliser. Puis ensuite, si ça rentre dans le milieu, même dans les CHSLD, les gens peuvent mourir là sans être hospitalisés. Mais c'est véritablement, d'où l'importance, à mon avis, de diminuer les contacts pour diminuer la transmission, pour diminuer la probabilité d'infecter des personnes à haut risque. En sous-question, sur le même thème, M. Dubé, est-ce que vous vous inquiétez en ce moment de la situation dans les CHSLD auprès des personnes âgées, qui pourraient mener vers des hospitalisations et donc une paralysie du système de santé? On en est où en termes de risque d'engorgement du réseau de la santé en ce moment?
Bien, écoutez, je vous le dis depuis le début, je suis toujours inquiet. Je pense qu'on a réussi jusqu'à maintenant. Là, je regardais des statistiques qu'on a à l'interne où on en est aujourd'hui après 50 jours d'une deuxième vague versus 50 jours d'une première vague. On n'est pas du tout dans le même registre, là. On parle d'à peu près 320 personnes contaminées dans nos 40 CHSLD, alors qu'à la même date, puis ça, vous l'avez dans les documents qui sont sortis aujourd'hui, à la même date, à la 50e journée de la première vague, c'était plus de 2700 personnes qui étaient contaminées dans à peu près une centaine de CHSLD. Fait qu'on n'est pas du tout dans le même registre. On a réussi, jusqu'à maintenant, pas parfaitement, mais à contrôler l'épidémie dans les CHSLD, à l'exception de 4 ou 5 CHSLD où l'éclosion est plus importante, malgré le système de prévention, de contrôle. Alors, si vous me demandez si je suis inquiet que ça peut continuer, la réponse c'est oui, et c'est pour ça qu'il faut autant redoubler de mesures, comme le premier ministre vient de dire, pour ce qui est de la contagion communautaire. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus dans nos CHSLD? C'est tout d'abord de continuer à s'assurer que les mesures PCI par nos employés sont bien suivies. Parce que nos employés, on le dit, ils sont fatigués. Ça fait 7 mois qu'ils vivent ces 2 vagues-là. Puis je dirais c'est normal, je veux faire attention, mais c'est normal qu'ils soient fatigués, puis que des fois, il y a un relâchement à l'heure du midi. Puis moi, je veux leur dire qu'on est en appui, mais c'est pas facile de toujours être aux aguets parce que le virus est sournois. Alors là, on a mis des équipes, ça faisait partie de notre plan qu'on avait déposé au mois d'août, au mois de juillet. Il faut qu'on répète à nos employés, puis c'est pour ça que maintenant qu'on a ce qu'on appelle des champions PCI dans nos CHSLD qui rappellent les mesures. On a même mis des employés pour s'assurer que ça allait être fait. Je pense qu'on a bien réussi. Et quand arrivent des cas, comme on a eu dans nos 4 CHSLD dans les derniers jours, bien là, on renvoie des équipes additionnelles d'intervention pour essayer de contrôler puis d'éliminer la contagion. Je vous donne l'exemple, puis c'est pour ça que je suis encouragé quand même quand on a des difficultés. Cet été, début juillet, mi-juillet, on a eu 2 grosses éclosions dans des CHSLD à Saint-Jérôme puis à Saint-Eustache. Maintenant qu'on est prêt puis qu'on savait que ça pouvait arriver, qu'est-ce qu'on a fait? Les équipes d'intervention, on a une belle équipe, entre autres du CHUM, qui vient en appui à ces gens-là. Bien, dans quelques jours, l'éclosion dans ces 2 places-là a été faite. Les équipes en ce moment là, du CUSUM, du CHUM, sont en train d'intervenir dans les CHSLD dont je vous parle. Fait que non seulement il y a une équipe régionale qui le fait, mais il y a une équipe que je vais appeler provinciale, une équipe qui vient aider. Alors, oui, ça arrive des fois qu'une éclosion rentre, comme le Dr Arruda le disait, mais on a l'équipe pour le faire puis s'assurer le plus rapidement possible qu'on va la maîtriser puis qu'on reste dans ces chiffres-là. On a 8 fois moins de contamination après 50 jours qu'on l'avait à la première vague. J'aimerais ça que ça soit 100%. En ce moment, c'est 85% de moins de contagion à la même période. Mais il faut continuer de faire un énorme travail de PCI, puis d'appuyer nos employés qui sont souvent fatigués puis qui ont besoin d'être encouragés. Merci. Alain Laforêt, TVA Nouvelles. Je vais poursuivre dans la même veine, Monsieur le Premier ministre, le ministre de la Santé, M. Arruda. Qui est imputable de ce qui se passe actuellement dans les 4 CHSLD? Parce que c'est là-dessus que vous avez basé votre action pour le 2e plan cet été. Oui, en fait, la première personne qui est imputable, c'est le directeur général, là, ce que moi j'appelle la personne sur place. On en a mis un par CHSLD. Je peux vous dire qu'en ce moment, je suis dans une analyse là, des 4 cas pour avoir la chronologie des événements, qu'est-ce qui est arrivé, puis surtout de comprendre, je le répète, est-ce que les contrôles en prévention ont été suivis. Ça, c'est la première chose qu'on va faire, là, c'est non seulement la chronologie des événements, on a-tu été averti à temps? Est-ce qu'ils ont mis l'équipe volante dont je vous parlais tantôt, locale, au bon moment? Je suis pas mal assuré que ces choses-là ont été faites, mais pour répondre à votre question, ça, c'est la responsabilité locale des personnes qu'on a mis.
Si ça n'a pas été suivi, bien, il va y avoir des gestes qui vont être posés. Mais je dois vous avouer, à cause de la rapidité avec laquelle c'est arrivé, en ce moment, je suis plus dans un mode d'intervention pour contrôler que de savoir qu'est-ce qui est arrivé. Mais on le fait en parallèle. Puis, dans les prochains jours, je vais avoir une explication très claire là, sur les 4 cas et de voir qu'est-ce qu'on peut faire, s'il y a des mesures à prendre. Docteur Arruda, depuis le début de la deuxième vague, est-ce que vous êtes totalement en accord avec toutes les décisions prises par le gouvernement? Je vous ai dit que quand je ne serais pas en accord puis que je considérais que c'est une décision qui n'est pas adéquate, que je ne serais pas là ou que je l'exprimerais. Jusqu'à maintenant, je vous dirais, comme je vous l'ai dit, il y a des choses qui sont de la science probante. Et là, actuellement, on est dans un univers où on doit porter un jugement sur la situation au Québec. Qu'est-ce qu'on ferme, qu'est-ce qu'on ferme pas, qu'est-ce qu'on maintient, qu'est-ce qu'on maintient pas. Puis là, il n'y a pas de réponse parfaite. Les gouvernements font des choix différents. Vous allez voir d'un pays à l'autre, selon le contexte, ils font des choix différents. Fait que moi, je tiens à vous dire qu'actuellement, je me sens encore confortable. On a un gouvernement proactif, si vous me permettez. On n'est pas parfait. On a des choses à améliorer, même du côté de santé publique, en lien avec notre capacité de chercher les cas et de les contrôler. On vient d'augmenter le nombre de ressources. On va encore l'augmenter encore plus. Moi, je rêverais qu'on baisse en bas de 1000, qu'on soit dans une situation où les chirurgies nécessaires, les cancers, les autres soins qui sont importants, qui sont des impacts collatéraux. Je pense qu'il faut comprendre aussi, il faut qu'on regarde les effets de santé mentale, puis etc. Mais actuellement, je pense qu'on a été assez proactif en termes de mesures, mais il y a une partie qui nous appartient, puis ça, on va le gérer, l'améliorer, continuellement l'améliorer. Puis une partie aussi qui appartient aux gens par rapport au respect des consignes. C'est là qu'il faut voir. Puis aussi, tous les milieux de travail devront renforcer leurs mesures. Je pense que peut-être qu'on les a oubliées. Puis je vous dis tout de suite, en milieu de travail, sur l'heure du lunch, avant le milieu de travail, après le milieu de travail, c'est très facile de revenir à moins de 2 mètres. Et ça, je pense que c'est là qui est la solution. Une société qui serait à 2 mètres tout le temps, c'est comme si c'était presque confiné, et ça veut dire qu'on pourrait fonctionner normalement. Mais on sait que la nature fait que c'est pas ça qui arrive. D'où l'importance de ressensibiliser, de répéter la même chose. 2 mètres, masque, lavage et diminution des contacts, c'est les messages clés, je pense, qu'il faut retenir aujourd'hui. Isabelle Porteur, Le Devoir. Oui, bonjour à tous les trois. On a beaucoup parlé ces dernières semaines du manque d'infirmières dans le réseau. Alors, on constate qu'il manque encore des préposés aux bénéficiaires. Seulement au CIUS du Saguenay-Lac-Saint-Jean, je pense qu'il en manque 200 en ce moment. Est-ce que vous comptez prendre des nouvelles mesures pour en recruter? On avait l'impression que tout avait été fait pour ça. C'est quoi la prochaine étape? Bien, rappelez-vous, merci pour la question, parce que rappelez-vous qu'on en veut 10 000. Et on en a eu un petit peu moins de 7 000, 6 800 quelques. Alors, c'est sûr qu'il en manque encore. Ces gens-là sont en formation. Alors, le plus rapidement possible, on va pouvoir les avoir. Mais c'est pas pour rien qu'on en demandait 10 000, parce qu'il en manquait. Alors, notre objectif, c'est d'aller chercher ces personnes-là le plus rapidement possible. Ça va être suffisant? Bien, écoutez, je pense que ça... le fait d'avoir des préposés aux bénéficiaires, je ne vous cacherai pas que ça fait partie aussi de notre plan d'avoir des infirmières additionnelles en CHSLD aussi. Alors donc, puis comme vous savez, il n'y a pas besoin de vous dire qu'il y a une négociation qui est en cours avec la FIC. Alors je pense que la combinaison d'avoir le bon nombre de préposés, puis d'avoir les infirmières quand la négociation sera réglée, je pense qu'on va être capable d'avoir le bon service, la bonne charge de travail pour ces deux professions-là dans nos CHSLD. Puis, concernant la situation dans les CHSLD, est-ce que vous pensez peut-être resserrer les règles sur les visites dans les RPA, les CHSLD, avec ce qui se passe en ce moment à plusieurs endroits? Bon, sur les RPA, je demanderai peut-être à Horacio, Dr Arruda, de compléter. Moi, je vais vous dire, je fais une grosse différence entre les CHSLD, où on a une clientèle qui est, je vais dire, 100% vulnérable. Quand on arrive dans les RPA, je vais vous mettre un chiffre, là, puis je peux me tromper de quelques pourcentages, mais est-ce que c'est 85 ou 90% de la population dans les RPA? C'est des gens qui je veux dire, qui louent un condo, qui louent un espace, qui sont très autonomes. C'est pas une clientèle vulnérable, là. C'est des gens qui ont le droit de sortir, qui se déplacent, etc. Mais il y a quand même, dans certains RPA, des places qui ont été achetées ou des gens à clientèle vulnérable, des niveaux 3 et 4 qu'on appelle, qui sont dans ces RPA-là.
Alors moi, en ce moment, là, ce qu'on est en train de voir, parce que vous avez vu aujourd'hui, puis on est très transparent, on vous dit aujourd'hui, sur 1000 cas, là, il y a à peu près une centaine de cas qui sont soit dans les CHSLD, c'est à peu près 20 cas aujourd'hui, puis à peu près 70, je peux me tromper, là, mais tout près de 70 cas qui sont dans les RPA. Donc, est-ce que ça nous inquiète? À moyen terme, la réponse, c'est oui. Puis moi, ce que je veux savoir, puis c'est ça que j'ai demandé à mon équipe, de rechercher à l'intérieur de ces RPA-là, est-ce que c'est quoi la proportion de clientèle vulnérable qui a été touchée dans les RPA? Parce qu'aller mettre des mesures supplémentaires dans les RPA, c'est comme si on demandait à tous les condos du Québec d'avoir des mesures supplémentaires. Je suis pas sûr qu'on est rendu là si c'est plus une clientèle particulière, là, comme je viens d'expliquer, qui est dans les RPA. Mais c'est sûr qu'en ce moment, l'augmentation des cas dans les RPA, ça nous inquiète. On le suit très proche. Puis, je le répète, c'est pour ça qu'on vous donne toute cette information-là, pour que les gens puissent apprécier où est le danger en ce moment. Le danger, il est partout, mais il est dans les RPA aussi. Merci. Si vous me permettez, parce qu'ils sont âgés, ils sont à peu au risque de complications. Et donc, il faut qu'ils se comportent. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Sans qu'on aille à introduire ou à empêcher des gens de boire, puis de sortir, puis etc., il faut qu'ils fassent attention au rassemblement. S'il y a des cuisines communes ou si les gens vont manger ensemble puis ils ont tendance à diminuer la distanciation, là, ils se mettent à risque. Puis il faut comprendre qu'il y a beaucoup de gens du même âge, en haut de 70 ans et plus, qui demeurent en même place. Fait que quand le virus rentre à l'intérieur de ça, si les mesures ne sont pas respectées, la différence par rapport à une personne âgée qui vit chez elle, c'est qu'elle a probabilité moins grande de contact avec des personnes que si elle est dans une résidence ou personnes âgées. Donc, la solution, pour eux, sans qu'on ait à introduire des choses, d'empêcher les gens de sortir, etc., c'est de toujours respecter le 2 mètres, de toujours faire attention, puis d'éviter les occasions où ils vont se retrouver naturellement. Par exemple, s'ils font un bingo dans la salle commune, ou etc. Non, mais à l'intérieur, mais je ne sais pas comprendre ce que je veux dire, là, mais toute activité qui va introduire les gens ensemble, c'est à risque. Et c'est ça qu'il faut que les gens comprennent. S'ils veulent garder leur liberté de sortir, etc., c'est en se distanciation, en évitant les parties de famille aussi à l'intérieur, parce qu'ils introduisent le virus. Fanny Lévesque, La Presse. Oui, M. Dubé, je voudrais vous entendre sur le CHSLD, ici, de Lambton. Ça fait 6 semaines qu'ils sont dans la zone rouge, là, selon la liste. Donc, pourquoi avoir attendu aussi longtemps avant d'envoyer une équipe SWAT? Et pourquoi donc avoir choisi maintenant? Quel a été l'élément déclencheur pour envoyer une équipe sur place? La bonne nouvelle, je vais aller à la conclusion tout de suite. La bonne nouvelle, c'est que Lambton a été retiré de la liste hier soir parce qu'il n'y avait plus d'éclosion. Alors, je pense qu'il a été un petit peu trop longtemps sur la liste. J'essaie de vous résumer le cas, parce que ce qu'on essaie de... Je vais essayer de faire ça rapidement, mais quand on a parlé justement des 2 listes la semaine dernière, ou plutôt cette semaine, moi, je vous l'ai dit que je voulais migrer le plus rapidement possible de la liste qu'on a des opérations, qu'on discute avec nos PDG tous les jours, puis que cette liste-là devienne la liste publique. Je voulais plus avoir 2 listes qui causaient un problème. Alors, là, la liste que vous avez en ce moment, là, est en train d'être finalisée, mais ça fait 2 jours que c'est la même liste que mes gens d'opération suivent chacune des éclosions, puis qui discutent tous les jours avec les PDG. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'hier soir, on a dit au PDG comment ça se fait que Lambton est encore là, alors que l'éclosion est finie. Fait qu'on l'a enlevé. Alors, donc... Une équipe là, quand même, aujourd'hui. Oui, mais c'est pour ça qu'on s'est dépêché à envoyer une équipe pour se rendre compte qu'il n'y avait pas d'éclosion. J'aimerais mieux l'avoir envoyé pour rien que de ne pas l'avoir envoyé du tout. Mais c'est pour vous dire comment maintenant on est très proche de cette réalité-là avec les PDG à qui on parle tous les jours. Puis là, c'est pas juste avec le responsable local. Le responsable local le dit à son supérieur, ça monte jusqu'au PDG, et le PDG prend la responsabilité tous les soirs de s'assurer que la liste est à jour. C'est ce qu'il a réalisé avec Lambton hier soir. Marc-André Gagnon. J'ai pas de questions. Vous avez déjà posé 2 questions, mais allez-y rapidement. Je veux juste vous entendre, M. Legault, sur les restaurants. Je sais que ça préoccupe beaucoup de gens. On est encore à limiter nos contacts, on comprend bien, mais est-ce que, le 28, c'est dans une semaine. Est-ce que les restaurateurs peuvent se préparer à rouvrir ou c'est déjà décidé, c'est évident? Je pense qu'ils aimeraient ça le savoir aujourd'hui. S'ils n'ont pas à rouvrir, ils pourraient le savoir maintenant, ou est-ce qu'il y a encore une possibilité que ça soit rouvert? Écoutez, j'ai été en affaires, donc je sais que c'est important, la prévisibilité, puis...
comme je vous disais, j'ai des amis propriétaires de restaurants qui me disent, est-ce que je me prépare pour le 29 à commencer à acheter la marchandise, tout ça. Écoutez, aujourd'hui, là, je regarde le nombre de cas, là, les chances sont faibles, mais on se donne jusqu'au début de la semaine prochaine pour leur dire ce qui va arriver à partir du 29 octobre. On a fait une exception puisque c'est votre anniversaire. Marc-André Gagnon, au Journal de Québec. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Donc, il y a une possibilité là, que les choses empirent davantage. Si par malheur, lors de cette deuxième vague, il y a une catastrophe qui se reproduit encore dans les CHSLD, est-ce que vous en prendrez la responsabilité personnelle? J'ai appris, avec mes quelques années en politique, de toujours faire attention quand une question commence par le « si ». Hein? Donc, j'aime pas ça, faire des hypothèses, là. Mais écoutez, on est toujours responsable de la situation. C'est sûr que, comme le disait le Dr Arruda, c'est une responsabilité qui est partagée parce que quand on annonce des consignes, bien, on souhaite évidemment que les Québécois respectent ces consignes-là. Donc, moi, je n'essaie pas d'enlever ma responsabilité là, sur ce qui se passe actuellement. OK. Veux-tu rajouter? Oui. Moi, je veux vous dire, quand le premier ministre m'a donné ce mandat-là, il y a quelques mois maintenant, il m'a dit clairement qu'il fallait protéger nos aînés dans les CHSLD. C'était carrément ça, mon mandat. Je dors très mal ces temps-ci. Je suis préoccupé de la question de votre collègue tout à l'heure. Je me sens très responsable de cette situation-là. Je suis chanceux parce que je suis appuyé par une équipe. J'ai eu la chance, là, depuis quelques semaines, même quelques mois, d'ajouter beaucoup de personnes à l'équipe au ministère pour être capable de le suivre en termes opérationnels. Je reviens souvent là-dessus, là. Mais s'il y a quelqu'un en ce moment qui est responsable, là, c'est moi. Puis je peux vous dire que je vais m'assurer qu'on va rester en contrôle. C'est pas facile, mais je pense qu'à date, le plan fonctionne malgré une situation difficile. Mais je suis responsable de ce qui est en train d'arriver. Très bien. Vous laissez planer depuis un certain temps là, la possibilité d'alléger peut-être en premier les restrictions qui concernent le sport, là, entre autres chez les jeunes. Or, encore ce matin, j'entendais la docteure Mylène Drouin dire que la plupart des éclosions dans les dernières semaines, on les a retrouvées surtout après des activités sportives, notamment en raison de l'enjeu des aérosols, puis dans le milieu de travail. Pas nécessairement, donc, dans les salles à manger. J'ai entendu ce que vous avez dit, Monsieur le Premier ministre, mais est-ce qu'il ne serait pas plus logique, dans l'ordre des choses, là, de commencer par rouvrir les salles à manger avec des restrictions très sévères avant d'alléger donc les restrictions imposées dans le cas du sport? Écoutez, c'est un équilibre là, qui est très fragile et c'est pas noir ou blanc, puis il n'y a pas de livre d'instruction, là. En tout cas, je le cherche, il y en a un, mais c'est certain aussi que dans la balance, quand on parle des jeunes, puis quand on parle des sports chez les jeunes, il y a aussi toute la question de la santé mentale. Bon. Mais, d'un autre côté, effectivement, dans les sports où il y a des contacts, il y a un risque de propagation du virus. Puis actuellement, il y en a trop de propagation du virus, là. Donc, bon, je comprends qu'il y a des jeunes actuellement qui souffrent de ne pas faire des sports, mais d'un autre côté, il y a trop de propagation. Donc, ça fait partie des débats. On espère, au début de la semaine prochaine, être capable, avec les chiffres de la fin de semaine, de vous annoncer la décision qu'on prendra là, pour le 29 octobre concernant les restaurants, les bars, les gyms, les sports pour les jeunes. Tout vous dire ça là, pour qu'il y ait un peu de prévisibilité. Mais là, on veut se donner encore quelques jours pour être capable de regarder l'évolution de la situation. François Carabin, Métro. Bonjour à vous trois. D'abord, Dr Arruda, vous disiez un peu plus tôt que vous avez peut-être oublié les milieux de travail dans les restrictions imposées. Là, ça fait quelques semaines qu'on nous rapporte que c'est au-dessus de 40% des éclosions qui proviennent des milieux de travail. Dr Brisson aussi, dans son étude la semaine dernière, parlait d'un important nombre d'éclosions qui proviennent des milieux de travail. Alors, pourquoi aujourd'hui vous nous dites que vous avez peut-être oublié les milieux de travail si
Ça fait plusieurs semaines qu'on nous en parle. Je ne sais pas si j'ai dit ça. Écoutez, peut-être que me suis mal exprimé, là. Je pense qu'il y a... Je n'ai pas nécessairement dit qu'on avait oublié les milieux de travail. J'ai peut-être dit que il faut renforcer les actions dans les milieux de travail parce que, comme partout ailleurs, il y a eu un relâchement dans la société. C'est ça que je voulais exprimer. Mais si vous me permettez quand même s'ils représentent 44 des éclosions qu'on a actuellement, leur nombre est plus petit en termes de génération de cas. OK? Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas intervenir, on va intervenir. Il y a plus de cas même dans les établissements de santé ou dans certains milieux comme les RPA actuellement en termes de nombre de cas que dans les milieux de travail. Mais comme il y a toute une série de milieux de travail, il y en a qui sont plus à risque. On l'a vu dans la transformation alimentaire, etc. Il y a eu des situations. Mais ce qu'on va faire, c'est que, d'ailleurs, ce matin, j'étais au CA de la SNEST, pour leur dire qu'on va refaire une grande opération, je vous dirais, de resensibilisation et, si nécessaire, d'intervention coercitive avec les pouvoirs des inspecteurs dans les milieux qui ne respecteraient pas. Donc, oui, ça représente 46 des éclosions, si on regarde le total des éclosions, mais en termes de génération de cas, elles sont moins grandes, parce que souvent, ça peut être 2 personnes au milieu de travail, puis ça ne s'est pas transmis. Mais il faut quand même rappeler ça, parce que ça correspond quand même à de la transmission communautaire. Et dans le même ordre d'idée, Monsieur le Premier ministre, vous dites donc qu'il faut travailler par télétravail, si on veut, le plus possible. Il y a une limite de 25 de présence dans les tours à bureaux. Est-ce qu'on pourrait réduire, par exemple, cette limite à 15-10 Bien, il faut faire le plus possible de télétravail. Je pense que ces limites-là qu'on s'est mis, faut que ce soit des limites maximales, pas des limites minimales. Là. Donc, je pense qu'actuellement, là, avec le fait qu'après 3 semaines là, de mesures additionnelles, on est encore à 1000 nouveaux cas par jour, bien là, il faut trouver comme des mesures additionnelles, mais qui font pas trop mal. Puis je pense que le télétravail, c'est quelque chose que chaque entreprise, chaque organisation doit regarder. Patrice Bergeron, La Presse canadienne. Bonjour, messieurs. Monsieur le Premier ministre, simplement à titre d'explication, parce que vous avez dit qu'aujourd'hui, maintenant, la situation est grave. Et là, les gens peuvent se demander, mais qu'est-ce qui est le plus grave par rapport à il y a 2 jours, il y a 1 semaine, parce qu'on est encore dans le même plateau de nombre de cas. Oui, aujourd'hui, il y a plus de morts, mais on remarque quand même une certaine stabilité aussi. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est plus grave que ce l'était il y a 2 jours ou il y a 1 semaine? Bien, écoutez, ce qu'on pensait, c'est qu'il y aurait un plafonnement, puis qu'ensuite, il y aurait une baisse suite aux mesures qu'on a annoncées au début du mois d'octobre. Là, ce qu'on voit, c'est qu'on a le plateau, mais il n'y a pas de baisse. Bon. Deuxièmement, quand on regarde la situation ailleurs, donc, entre autres, je vous donnais 3 pays qui ressemblent quand même à nous autres, là, États-Unis, France et Royaume-Uni, on voit que la situation s'empire jour après jour. Donc, d'une certaine façon, c'est une bonne nouvelle pour nous qu'on a atteint un plateau, mais on n'est pas à l'abri de voir au Québec ce qui se passe ailleurs. Donc, c'est pour ça que je dis la situation est grave. Puis évidemment, moi, je trouve ça dur. 20 décès dans une journée, là, je trouve ça énorme. Et je me dis, là, wow, est-ce que ça veut dire qu'on va avoir ça pendant un certain nombre de jours, un certain nombre de semaines, 20 nouveaux décès par jour? C'est pas acceptable. Très bien. Par ailleurs, ce matin, à 2 occasions, des partis d'opposition sont revenus à la charge donc concernant la demande d'une commission d'enquête publique, indépendante. Et dans 2 cas, on a dit que vous aviez peur d'être blâmé et c'est pour ça que vous ne mettez pas en place cette commission-là. Est-ce que vous avez peur d'être blâmé, vous? Pas du tout. Écoutez, là, moi, je vais être jugé et puis je suis quelqu'un qui s'assume et puis que j'assume ce que j'ai fait. Et j'ai absolument rien à cacher. Puis Mme Castonguay, là, va faire tout le travail qu'elle souhaite faire pour essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé exactement dans les CHSLD. Puis moi, ce que je souhaite, je suis un gars pragmatique, un gars de résultats.
C'est que je veux pas, comme on l'a déjà vu, par exemple, avec la commission Charbonneau, que ça dure 4 ans, puis que là, bon, tu arrives, tes résultats, puis c'est un autre gouvernement qui est là, puis tout le monde a oublié ce qui s'est passé. Une des conditions qu'on avait mises à Mme Castonguay, c'est qu'elle doit livrer son rapport puis ses recommandations au plus tard en septembre 2021. Donc, moi, je vais être jugé, là, parce que, à ce que je comprenne, là, septembre 2021, c'est avant octobre 2022. Donc, les gens, ben, ils voteront en octobre 2022 en ayant toutes les informations. J'ai rien caché. Olivier Bossé, Le Soleil. Bonjour. Monsieur Legault, vous avez dit on ne peut pas supporter 1000 cas par jour. C'est effectivement ça qui se passe depuis 3-4 semaines, je pense. C'est ça qu'on supporte, malgré le fait qu'on... Combien de temps qu'on peut encore supporter ça, 1000 cas par jour? Bien, écoutez, ce qu'il faut voir aujourd'hui, bonne nouvelle, d'une certaine façon, pour la première fois là, depuis un certain temps, baisse des hospitalisations. Bien honnêtement, on s'attend, par contre, dans les prochains jours, à ce qu'on revienne avec des augmentations d'hospitalisation. Puis quand on regarde la séquence dans les 3 autres pays que je vous mentionnais, bien, ça déboule éventuellement sur des hospitalisations et sur des décès. Donc, à 553 hospitalisations, c'est encore sous contrôle, mais on peut penser que ce chiffre-là va augmenter dans les prochaines semaines. Puis là, on va se rapprocher d'un plafond là, qu'on ne peut pas dépasser sans être obligé de reporter certaines chirurgies, certains traitements. Ben, c'est pas noir ou blanc, là, je sais pas. N'oubliez pas que demain, encore une fois, l'INSPQ va mettre son étude à jour, tous les vendredis, pour justement faire la simulation à jour du vendredi pour le nombre d'hospitalisations avec les données qui sont déroulées dans la semaine. Alors, on va avoir une meilleure idée. Ça va être publié comme d'habitude le vendredi. J'ai vu dans les 4 CHSLD qui ont reçu l'équipe d'urgence, la maison de Fargy ici, on a entre autres évoqué le fait que peut-être que le bâtiment est vétuste. Le bâtiment n'est pas devenu vétuste du jour au lendemain, ça on le savait. Qu'est-ce qu'on peut faire pour pallier d'ici? Je comprends qu'il va y avoir la construction des maisons des années et tout ça, mais d'ici là, le bâtiment reste vétuste encore pour plusieurs mois. Oui. Alors, ce qu'on a fait dans plusieurs cas, je pourrais vérifier ce qu'on a fait dans le cas de Fargy, c'est un des grands éléments qui est problématique, c'est les chambres doubles, les chambres triples. Alors, une des choses qu'on a fait, c'est qu'on a dit quand on est capable d'enlever les chambres doubles, les chambres triples, même si c'est un impact négatif sur notre capacité, on le fait. On le fait pour la plupart de nos CHSLD qui sont vétustes. Je peux pas vous dire, je ne connais pas la situation à Fargy, je vais la regarder pour voir, mais c'est certain. Maintenant, il y a une situation, chaque CHSLD a une situation propre. Moi, j'ai demandé, pour ça que je vais vous revenir la semaine prochaine, on va encore se voir, mais j'aurai une meilleure idée de chacun des cas, qu'est-ce qui s'est passé. Puis je reviendrai, j'aurai eu des discussions avec les responsables pour voir ce qui s'est passé. Mais la vétusté est un enjeu. On avait eu le même enjeu, je le répète, Saint-Jérôme, là, il y avait un enjeu de vétusté. Puis c'est comme ça qu'on a réussi à le contrôler, c'est de s'assurer qu'on limitait, on enlevait les chambres doubles et les chambres triples. Je ne sais pas si c'est exactement ce qui est arrivé à Fargy, mais je vais le regarder. C'est maintenant le moment de répondre aux questions en anglais. Katsuni, CBC. Hi, good afternoon. Question. Quand on pense aux équipes spéciales que M. Dubé a envoyées au CHSLD, le Dr Nguyen, il faisait partie du comité spécial sur les CHSLD, et il dit que la province doit faire mieux. Quand il est question d'identifier ces résidences pour aînés qui sont vulnérables, et on a besoin de meilleurs contrôle d'infection. Et quand vous faites une intervention avec 60 à 70 d'infection, ce qui était le cas dans les 3 CHSLD, quand vous intervenez avec un tel taux d'infection, il est trop tard. Merci de la question, parce qu'avant tout, il y a 2 niveaux d'intervention. La première, c'est que nous
On apprend le jour de l'éclosion que cette éclosion existe grâce aux responsables sur le terrain. L'équipe qui est responsable de ces infections agit localement. Et voilà, j'ai vérifié ce matin, c'est ainsi que ça se passe. Deuxièmement, nous avons au sein de ce CIUS ou du CIS, on a une équipe qui peut accéder à ce CHSLD. Donc, il y a une intervention au début d'éclosion. Ensuite, quand on envoie une équipe d'ordre provincial, ils veulent s'assurer que tout est fait selon les règles de l'art. Ce n'est pas que nous attendons comme vous le laissez entendre. C'est parce qu'il y a beaucoup de ces cas d'infection. Nous avons ce deuxième palier d'intervention. C'est que nous voulons nous assurer que l'intervention locale suive les règles de l'art. Donc, on n'attend pas que les chiffres soient si élevés. Et c'est ce que je vais constater dans les jours à venir. Avons-nous bien réagi selon cette modalité? Question? Deuxième question? Mais la dernière fois, vous étiez en dernier. Est-ce que je peux demander... D'accord, ça, on a une dérogation. Mr. Legault, you said that you have... Monsieur Legault? Mr. Legault, you said that you have... Monsieur Legault, vous dites avoir des amis restaurateurs qui ne vous parlent plus, c'est plus difficile. Que dites-vous aux propriétaires de restaurants qu'ils devraient pouvoir rouvrir leurs portes? Il n'y a pas eu d'éclosion, ils respectaient les règles et ils souffrent énormément maintenant. Et pourtant, ils ont obéi aux consignes. Réponse. Premièrement, ils ne sont pas responsables de cette fermeture. J'en connais beaucoup qui ont suivi toutes les règles sanitaires pour s'assurer que les gens soient en sécurité avec le 2 mètres. Toutes les règles étaient suivies. Par contre, ce que nous constatons aujourd'hui, c'est qu'il nous faut réduire le risque de contact. Et bien sûr, quand quelqu'un se rend dans un restaurant, même avant ou après le restaurant, il y a un risque de contact. En ce moment-ci, il nous faut réduire même le risque de contact, car on ne peut pas se permettre de continuer d'avoir environ 1000 nouvelles infections à tous les jours. Il nous faut donc agir et il nous faut également envoyer un message. Par conséquent, je comprends qu'ils sont mécontents. Merci. Mathieu Lapierre de Gazette. Bonjour. On a vu les chiffres dérangeants de Montréal des effets de la COVID sur les jeunes adultes. Beaucoup n'ont pas été à l'école depuis février. Que pensez-vous à la réouverture des universités et des cégeps? Réponse. De nouveau, il est question de jeunes. Il est question de sport pour les jeunes, mais aussi ce qui se passe dans les collèges et les universités. Et j'ai parlé à Mme McCann au sujet de la possibilité d'utiliser de très grandes salles de classe pour accueillir peut-être un tiers des effectifs estudiantins dans ces salles de classe agrandies. Moi, je le comparerais peut-être au restaurant. Le problème, c'est que vous créez un risque accru de ces contacts accrus. Parce que peut-être ces élèves sont bien placés dans la salle de classe, mais avant et après, vous avez des risques de franchir le seuil des 2 mètres. Donc, avec nous, 1000 nouvelles infections par jour, on ne veut pas courir ce risque-là. Monsieur Dubé, vous avez parlé du CHSLD à Lambton. Est-ce qu'une équipe d'intervention a été envoyée là? Il n'y avait plus d'éclosion. Qu'est-ce qui est arrivé au fond? À Lambton? Réponse. C'était fini. L'éclosion est terminée dans les quelques jours à la fin. Normalement, et nous avons amélioré cela depuis quelques semaines, sachez-le. Nous étions en transition, désolé pour les détails, mais je crois que c'est important. Nous avions une liste qui avait été préparée
et qui était sur notre site Web, mais ce n'était pas la même liste dont on se servait pour le suivi des éclosions. Il y a un examen opérationnel avec Daniel Dernay et son équipe. Parfois, il y avait des différences d'harmonisation, de concordance entre la liste publique et la liste opérationnelle, car la liste intérieure fait l'objet de discussions tous les jours avec le sous-ministre. Donc, on a pensé harmoniser ça vers une seule liste. Et c'est ce que j'ai dit hier. On m'a dit, mon éclosion à Lambton est terminée. Donc, enlevez-moi de cette liste-là, la liste publique. C'est une bonne nouvelle. Donc, c'est l'amélioration que nous avons apportée. Donc, depuis hier, aujourd'hui, c'est le jour 2, la liste que vous voyez est la liste opérationnelle. Ça, c'est très clair. Bonjour, M. Legault. Hello. Première question. Vous avez abordé ce sujet brièvement en français. Nous sommes à quelques jours de l'échéance du 28 jours. Quelles sont les probabilités que ce 4 semaines soit prolongé, puisqu'on est toujours au même plateau de ces 1000 infections nouvelles à tous les jours? Réponse. On s'est donné jusqu'au milieu de la semaine prochaine pour prendre la décision. Mais la probabilité pour quelques-unes des mesures en place ne sont pas très bonnes que nous allons changer les mesures. Je ne vais pas commencer à parler de chacune des mesures. C'est pourquoi je dis pour certaines de ces mesures. Monsieur Dubé, parlons de ces éclosions qui sévissent dans les CHSLD et les RPA. Est-il possible d'expliquer en termes simples pourquoi il y a une croissance? N'avons-nous rien appris de la première vague? Pourquoi les gens ne sont-ils pas mieux protégés? Réponse. Moi, je pense qu'ils sont beaucoup mieux protégés. Je pourrais vous donner une statistique qui le démontre clairement. En même temps, quand on pense à la première vague, donc 50 jours, c'est le jour qui est représenté dans nos statistiques. On avait environ 100 éclosions et 2700 personnes étaient affectées après 50 jours. Aujourd'hui, après 50 jours de la première vague, et c'est une statistique que nous allons suivre dans les jours et les semaines à venir, je ne dirais pas qu'on a seulement, car c'est toujours trop, mais nous sommes à environ 320, j'essaie de me rappeler, donc 320 comparé à 2700, c'est tout près de 9 fois moins. Plus de 80 de moins de gens affectés comparé à la première vague. Est-ce parfait? J'aimerais bien que ce soit 0, c'est clair. Mais avec un virus qui est tellement difficile à maîtriser, je pense qu'on se tire pas si mal d'affaire. Parce que vous pouvez voir que sur les 40 CHSLD qui sont affectés, il n'y a que 4 qui sont dans la zone rouge, comme on l'appelle. Et quand nous avions des éclosions dans les 36 autres, nous avons été en mesure de maîtriser, d'endiguer la propagation, car l'équipe régionale et l'équipe locale se sont harmonisées à cette fin. Donc, pour moi, je crois qu'on est mieux protégé. Est-ce parfait? Non, bien sûr que non. Nous avons toujours des concitoyens, des concitoyennes qui meurent. Mais comparé à la première vague, on est en meilleure posture. Donc, les mesures de prévention, de contrôle sont là. Les préposés, même fatigués, font un très bon travail, mais ce n'est pas le même scénario que lors de la première vague. Mais il ne faut pas baisser la garde pour autant, car le virus cogne aux portes de tous ces endroits. Bonjour. Monsieur Legault, les partis d'opposition ont dit depuis quelque temps déjà que le gouvernement ne s'est pas suffisamment préparé pendant l'été. Je vous ai entendu dire à plusieurs reprises, Monsieur Legault, il y a peut-être 4 ou 5 semaines, quand on était à 100 nouvelles infections par jour ou 300, je ne pense pas que nous allons nous rendre à 800 ou 1000. Et là, ça fait 3 semaines qu'on est à ce cap de 800 ou 1000 par jour. Donc, avez-vous sous-estimé la deuxième vague?
Monsieur Legault? Réponse. Non, je pense qu'on parlait en termes de probabilité à l'époque. INR, pas trop quoi. En tout cas, de group making some forecasts. Il y avait un groupe de prévisionnistes qui ne pensaient pas qu'on se rendrait à 1000 nouvelles infections par jour. Mais le plan a été élaboré avec différents scénarios, y inclut celui au niveau que l'on connaît maintenant. Une chance qu'on l'a fait, parce que pour l'instant, nous sommes prêts. Nous l'avions planifié. Et la situation, comme le ministre l'a dit, c'est qu'on n'a pas de problème d'équipement, l'équipement de protection personnelle. On a 7000 effectifs de plus dans les CHSLD. Donc la situation est vraiment différente. Par contre, pour l'instant, la situation est toujours maîtrisée quant aux hospitalisations. Par contre, il nous faut réduire ce plateau de 1000 nouvelles infections par jour le plus rapidement possible. Question. Monsieur Dubé, vous dites mal dormir ces jours-ci. Qu'est-ce qui vous empêche de connaître un repos nocturne? Réponse, le nombre de nouvelles infections, le nombre d'hospitalisations, le nombre de nouveaux décès à tous les jours. Comme je l'ai dit, moi, j'assume la responsabilité de faire fonctionner le système. Nous prenons des décisions tous les jours qui sont difficiles. On a une très bonne équipe, je le répète, non seulement au ministère, mais dans les CHSLD, dans les hôpitaux. Les gens font un travail remarquable, mais ils sont fatigués. C'est la deuxième vague en 8 mois. C'est énorme, pensez-y. Ce n'est pas moi qui compte. Je dors un peu quand même. Mais j'aimerais remercier les gens qui font tourner le système, les gens sur le terrain. Et si nous continuons, et c'est pourquoi nous répétons les directives, ces conseils, ces implorations, je pense que nous allons passer au travers. Mais je vais peut-être connaître quelques semaines difficiles dans les mois à venir. Cela m'empêche de dormir, c'est vrai, c'est la réalité. Lorsque le temps le permet, des questions de journalistes qui n'ont pas de bureau sur la colline parlementaire. Alors, c'est le cas aujourd'hui. Alors, une question de François Gariepi de Radio X. Alors, je lis la question. Les restaurateurs... Veux-tu que je la prenne? Les restaurateurs du Québec demandent la réouverture des salles partout en province. Pouvez-vous répondre à la question qu'ils vous posent, à savoir quels sont les motifs et les données qui ont mené aux fermetures et quels sont les critères établis pour permettre la réouverture des restaurants au Québec? Oui. Bien, je pense que j'ai déjà répondu à cette question-là, mais spécialement pour Radio X, là, je vais répéter ma réponse. C'est pas la faute des propriétaires de restaurants qui sont obligés, dans les zones rouges, de fermer les restaurants. C'est parce qu'actuellement, il y a trop de contacts, il y a trop de nouveaux cas, puis ça va amener probablement, dans les prochains jours, une trop grosse augmentation et des hospitalisations et des décès. Donc, c'est un moyen préventif pour réduire les risques de contact. Je comprends très bien que des restaurateurs, pendant qu'ils étaient ouverts, ont respecté les règles, entre autres le 2 mètres. Mais toute occasion de contact social est une occasion de ne pas respecter le 2 mètres. Et actuellement, ben, il faut faire des efforts, puis il faut penser aux 20 décès qu'on constate de plus aujourd'hui. Merci beaucoup. Bon après-midi à tout le monde. Merci. François Legault remet son masque et quitte la conférence de presse à laquelle il vient de participer pendant 1 heure à la tribune de l'Assemblée nationale en se faisant poser la question sur les restaurants. La question est de savoir qu'est-ce qui se passe au bout des 28 jours, le défi auquel nous a lancé le gouvernement, le défi que nous a lancé le gouvernement il y a quelque temps déjà, le défi de 28 jours qui se termine le 28 octobre. La question est de savoir est-ce que les restaurants pourraient rouvrir, par exemple. La réponse est
Fort probablement que non. Les restaurants ne rouvriront pas à ce moment-là parce qu'il y a trop de contacts sociaux. C'est pas la faute des restaurateurs, c'est la faute des clients dans les restaurants qui ne respectent pas le 2 mètres de distance. J'envoie juste un signal aux gens de la régie. Je pense que j'ai perdu le contact avec vous. Ah non, j'ai retrouvé le contact avec vous. D'accord, très bien. Donc, les restaurants ne sont pas sur le point de rouvrir. Pour les gyms, pour les activités sportives des étudiants, il y a des décisions qui seront prises au début de la semaine prochaine, mais le but, c'est de réduire au plus possible les contacts sociaux des gens au Québec. Il faut sauver le système de santé, sauver des vies. La deuxième vague frappe fort et c'est inquiétant. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, en perd même le sommeil, nous dit-il. Pour ce qui est des CHSLD, on n'est pas dans la situation de la première vague. 2700 cas dans les CHSLD au 50e jour de la première vague, alors qu'il y en a 320 actuellement. Mais il y a des inquiétudes, notamment des équipes de choc qui ont été envoyées dans 3 CHSLD finalement pour essayer de prévenir la propagation de la maladie. Dans le CHSLD de Lambton, en Estrie, c'est un peu particulier qui se passe. Les chiffres disaient envoyer une équipe SWAT, mais finalement l'éclosion était terminée. Voilà. Dans un instant, Christian Latreille avec l'info. Merci d'avoir été là et à demain.